par la vie, euh, dans le sens ne plus avoir de contrôle sur ce qui se passe. Euh, je viens de me réveiller. Voilà. Je me suis réveillé à 1h. Mais ce serait trop facile. Je me suis couché à 22h, 22h30. Je me suis réveillé à 2h, à 1h30, pardon. Mais attendez, mais j'ai dormi aussi de midi à 19h. Parce que la nuit d'avant, j'ai pas dormi. Parce que j'ai dormi de 15h à 19h. Parce que la journée d'avant, dimanche, j'avais dormi à peu près la nuit, mais j'ai fait l'erreur de faire une sieste et je me suis endormi à 13h et je me suis levé à 20h. Terrible. Parce que j'étais vraiment fatigué. Et mon corps s'est dit, mais c'est ça ton rythme. C'est ça la nuit. La nuit, c'est de 13h à 20h, mon gars. Donc, à partir de maintenant, c'est l'heure à laquelle tu dors. Sauf que j'ai des trucs à faire la journée, moi. Et donc, comme j'ai passé une semaine fatigante, j'étais fatigué toute la semaine, et que j'ai dormi, en gros, toute la semaine dernière, je dormais à peu près 4 heures la nuit, et je faisais du coup une sieste d'1 ou 2 heures l'après-midi. Sieste qui est devenue mes nuits. Et donc, le truc, c'est que j'ai des réunions, j'ai une vidéo à faire, j'ai des streams à faire, j'ai des gens qui m'appellent l'après-midi, j'ai des rendez-vous à honorer. Et là, je sais même plus comment m'en sortir. Et donc, du coup, depuis 2 jours, je suis en mode quand je suis fatigué, je dors. Franchement, je réfléchis plus. Quand je suis fatigué, je dors et tant pis. Tant pis, tant pis. Mon rythme circadien, c'est quelque chose. Après, je sais que j'ai un rythme de dodo. J'ai un rythme de dodo de jour. Enfin, de jour. De fin de matinée. Euh, Ça, c'est évident. Donc, du coup, les gens à qui j'ai pas répondu récemment, mais qui m'ont envoyé des messages, je sais qu'il y en a une personne dans le chat, notamment, que je vois, et peut-être une deuxième. Euh, ne vous formalisez pas. C'est juste que là, bon, je suis à mon rythme de récente accouchée. Et pourtant, je te jure que je n'ai pas accouché. Genre, attendez juste, parce que je suis en train de faire deux trucs en même temps. C'est sympa de pouvoir. Ah oui, bah t'es expat. Ça se passe bien à Dubaï. Non, à mon avis, t'es de l'autre côté. USA. Voilà, de l'autre côté. Euh, On est 66. Vous savez quoi? Bon, vous êtes des privilégiés. Je vais commencer par une mise au point. Oh là là, mise au point à 2h40 du matin par un mec qui vient de se lever. Pas du tout le moment approprié. Mais tant pis, il y a les gens qui regarderont la VOD. Bonjour à eux d'ailleurs, puisque j'imagine qu'il sera le jour. Il faut que je revienne sur la vidéo que j'ai faite sur la prononciation Epstein. Là. J'en peux plus. Alors, je pensais pas que ça ferait autant de vues. Alors, vraiment pas. Faut savoir que juste Origin Story, la vidéo, donc le short, qui dure quand même 2 minutes 40, était censé sortir déjà il y a quelques jours. Enfin, quelques jours avant. Parce que Maria Candéa, on avait fait un article pour le Parisien. Et moi, j'étais déjà tombé sur des militants qui parlaient de sa prononciation Epstein. Donc je me suis dit, bon, d'accord, ok. Bon. Et il se trouve que, genre, le matin même, Mélenchon se fait saucer. Je dis, bah, du coup, je vais sortir la vidéo, je vais rajouter cette phrase en mode, ah, bah, en plus, Mélenchon se fait saucer. Et du coup, tout le monde a cru que c'était un réel sur Jean-Luc Mélenchon. En fait, c'est un peu fatigant.
Euh, Parce que je ne pouvais pas imaginer que le même après-midi et le lendemain, toutes les rédactions de tous les médias allaient considérer que Jean-Luc Mélenchon n'était pas quelqu'un qui lui-même réagissait à la polémique, ce qui est le cas, mal, voilà. Mais c'est quelqu'un qui lançait la polémique. Alors que non, la polémique sur, faut-il dire Epstein ou Epstein, elle existe avant. C'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon, il en parle et qu'il fait une blague dessus. Une blague qui est un peu incompréhensible, où en gros il dit ah oui, il faut dire Steen, parce qu'en fait ça sonne russe et non russe. Euh, parce que les Russes, c'est toujours les méchants. Je sais pas trop ce qu'il dit. Oh, il est un peu perdu. Et donc, du coup, j'ai des gens qui m'ont envoyé des messages des deux côtés. Des deux côtés. Des messages pour me dire que je critiquais pas assez Jean-Luc Mélenchon alors que c'était quand même un antisémite. Et des messages pour me dire bah bravo, t'as pas pu t'empêcher de citer Jean-Luc Mélenchon et de le jeter sous le bus, félicitations. Alors, j'ai très envie de faire rencontrer ces deux gens, ces deux types de personnes, parce que. Et en fait, c'est fou, dès l'instant que tu cites Jean-Luc Mélenchon, c'est finito. En fait, c'est finito. Plus personne ne cherche à comprendre le fond de l'histoire. Tout le monde. Et en fait, c'est ça qui m'a fait beaucoup rire. C'est que les gens se positionnent sur faut-il dire Epstein ou Epstein, non pas selon des arguments qui pourraient somme toute être rationnels, mais désormais sur faut-il défendre ou de dénoncer le fait que Jean-Luc Mélenchon le prononce d'une certaine façon. Ce qui est pour moi incompréhensible et donc grotesque. Ce que je dis dans le short, je dis non, c'est grotesque de considérer qu'on est antisémite parce qu'on prononce le nom à l'allemande et pas le nom à l'américaine. Les gens ils disent oui, mais quand même, par respect, on prononce toujours les noms des gens dans les langues qu'ils parlaient. Il n'y a rien de plus faux. Genre, il n'y a vraiment rien de plus faux. En ce moment, là, on parle de Khamenei. Personne s'en fout de savoir exactement comment on dit en farsi le nom du gars qui s'est fait bombarder la gueule, là. Au bout d'un moment, non. Enfin, genre, en France tout particulièrement, on n'attache pas particulièrement d'importance à la prononciation d'origine des noms. Là, il y avait Jim Carrey au César. Il s'appelle pas Jim Carrey, il s'appelle Jim Carrey. Genre, vraiment, genre, bon. Peu importe. Franchement, je trouve ça déraisonnable. Alors, le fait qu'on vienne me dire, mais attends, t'as quand même pas beaucoup parlé du fait que Mélenchon est antisémite. En fait, c'est pas un réel sur Jean-Luc Mélenchon. Donc, bon. Donc non, effectivement. Puis surtout, viennent venir, moi, me dire que j'en passe trop à Jean-Luc Mélenchon et que je critique pas assez quand il fait des sorties de zinzin. C'est quand même un peu mal connaître la DA de la chaîne et la ligne éditoriale. Donc moi, je comprends pas. Venir me dire ah, tu surfes sur la polémique Jean-Luc Mélenchon, alors qu'en fait, la polémique préexiste avant. Au passage. J'ai même répondu d'ailleurs à quelqu'un, alors j'ai pas retrouvé le short, j'ai répondu à quelqu'un qui avait posté un short d'une personne qui s'excuse d'avoir dit Epstein et pas Epstein parce qu'on lui disait que c'était antisémite. Mais ça, c'était genre il y a 2 semaines. Hein. Et j'étais en mode, ah oui, d'accord, on en est là. Et c'est précisément pour ça qu'on a eu commencé à avoir des articles sur la prononciation de Epstein et de Epstein avant la séquence Jean-Luc Mélenchon. Et moi, c'est à ça à la base que je réponds. Donc bon, bref, je trouve ça déraisonnable. Hein. Et donc, il y a tous les Jean-Luc Jouze, là, tous les insoumis il y a quelques insoumis qui sont venus m'écrire en mode ah, ben bravo, tu peux pas t'empêcher. Ah, ça, dès l'instant. Ouais, je suis en mode, mais non, mais Mélenchon, il est pas clair quand il parle de ça. Il est pas clair, il est jamais clair. Et c'est effectivement, Mélenchon, il aime bien se moquer des noms de famille aussi. Et il aime bien se moquer des fois des accents. Oui, bah, sur les questions de langue, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas le mec le plus éveillé. Voilà. Et ouais, c'est exactement ce que je disais au début du short. C'est en plus, pendant ce temps-là, on oublie, on s'en fout. La question du nom de famille de Epstein, moi je dis Epstein, de Epstein, elle est franchement très anecdotique. Et si je peux me permettre, c'est une polémique qu'on n'a pas connue sur Weinstein. Parce qu'en fait, la question, c'est la même sur Weinstein. Faut-il dire Weinstein, comme lui-même disait, ou faut-il dire Weinstein?
Et personne ne se posait la question à l'époque et personne n'en avait fait un débat de société et un débat sur l'antisémitisme parce que ça n'a aucun sens. Et par contre, ce qu'on peut constater, c'est que dès l'instant qu'on cite juste Jean-Luc Mélenchon, genre juste on dit son nom, les gens deviennent fous. Les gens deviennent fous d'un côté ou de l'autre. C'est soit t'es pro, soit t'es anti. Mais genre, soit t'es pro de manière très aveugle et démesurée, à essayer de le défendre, je sais pas quelle forme de discours il tient, alors que bon, c'est quand même pas clair. Je pense qu'il a voulu faire une espèce de... Pour moi, il a une pensée intrusive de... tiens, mais en fait, quand on dit Epstein, ça fait penser à Elstein ou à Poutine, etc. Tiens, peut-être que... et il s'est mis à penser à voix haute, quoi. Pour moi, ça ressemble quand même à ça. Et de l'autre côté, les gens qui veulent disqualifier Jean-Luc Mélenchon sur le fait qu'il prononce un nom de famille d'une certaine façon plutôt qu'une autre, là, franchement, au bout d'un moment, il faut boire de l'eau. Hein. Vraiment. Et du coup, je pense que je vais juste arrêter d'en parler, hein, vu enfin, pas les sauces, mais vu les positions dans lesquelles ça me met. Alors déjà, ça n'augure rien de bon pour 2027, hein, ça je ne vais pas vous mentir. Il y a quand même une peur, hein, qu'on peut avoir sur là-dessus, et le fait que j'ai relayé récemment un short où on voit en story, où c'est un mec qui fait un micro-trottoir, et on voit deux jeunes issus des quartiers populaires, et leur demande pour qui ils vont voter en 2027, et ils disent Bardella. Et ils demandent pourquoi, ils disent bah je sais pas, il parle bien, il est intéressant, nous on le suit sur TikTok. Et genre, ils disent ouais mais le programme et tout, je fais pas le programme franchement, nous on s'est pas trop renseigné, mais bon, ça a l'air d'être un bon gars quoi. Et quand on en parle ici, les gens ne croient pas. Genre vraiment, quand on en parle ici, les gens ne croient pas que ça existe ça. Et donc, quand il y a une différence de traitement telle entre un Jean-Luc Mélenchon où juste tu cites son nom et tout est une polémique, genre tout est une polémique avec Jean-Luc Mélenchon, c'est un truc de fou. Hein. Et malgré lui, dans le sens où il a même plus besoin de faire quoi que ce soit de probant ou une vraie dinguerie pour que ça devienne une polémique. On est d'accord, hein, c'est même pas la question. Et à côté, on voit c'est quoi le traitement de Jordan Bardella. D'ailleurs, j'ai vu un truc qui a été relayé, j'ai vu passer ça sur Reddit tout à l'heure. Un truc, je crois que c'est Acrimed. Acrimed qui a parlé du temps de parole de la France Insoumise, des conditions d'interview de la France Insoumise, où ce sont que des interviews inquisition dont ils sont victimes, avec une interruption en moyenne pour une interview de quelqu'un de la France Insoumise toutes les 18 secondes. Et pour Mathilde Panot, ça monte même à toutes les 10 secondes. Là où Jordan Bardella, ça déroule. Il y a quand même de quoi s'inquiéter, quoi. Ce niveau de polarisation, c'est bien, je pense que ça force à la polarisation. Je suis pas sûr qu'on y gagne. Très honnêtement, je ne pense qu'on n'y gagne pas, nous à gauche. Déjà parce que la gauche est elle-même polarisée à l'intérieur de la gauche. Au passage, la dernière fois, on parlait des sondages. On disait oui, mais les sondages, faut pas y croire, c'est n'importe quoi. J'ai revu passer d'ailleurs cette take ce matin, quand je me suis levé, de gens qui relayaient justement le sondage qui montrait que Jordan Bardella était personnalité préférée des Français, ensuite Marine Le Pen, ensuite Gérald Darmanin. Ils disaient oui, mais les sondages, personne n'y croit, c'est de la merde, ça manipule l'opinion. Ça n'a pas empêché Marie Mesmer, hier soir, ou hier tout court, de relayer un sondage dont on ne sait pas trop ce qu'il vaut, hein, pour dire, en gros, la France insoumise est la première force d'opposition de gauche de Rennes. C'est basé sur quoi ? C'est basé sur un sondage sur 658 personnes réalisé le 27 février par cluster, qui explique que la France insoumise est créditée à 18% de vote, là où le PS est quand même crédité à 42, au passage. Expliquant que le PS en plus avait perdu 16 points, là où LFI a gagné 11 points, et que du coup la France insoumise va gagner en gros, c'est la première force d'opposition et c'est presque en passe de devenir la première force tout court. Et je suis un peu en mode, faut boire de l'eau, quoi. Et en fait, c'est parce qu'ils ont comparé la dynamique par rapport aux listes qui étaient présentées en 2020. Ouais, le PS est crédité à 42%. Parce qu'en fait, c'est PS écologiste PCF.
D'ailleurs, LFI récemment a réappelé à l'Union de la gauche à Rennes parce qu'ils sont en train de se rendre compte, je pense qu'ils vont se faire plumer. Euh, donc, du coup, je suis un peu en mode, putain, il y a des sondages là qui sont quand même des sondages avec un échantillon assez un peu plus conséquent, une méthodologie un peu plus transparente. Par contre, le n'importe quel sondage sur 600 personnes, on va en établir des constats aussi péremptoires qu'on est la première force d'opposition et on est la première force en dynamique, parce que si on compare ceci avec ce qui se passait il y a 6 ans, et si on compare ci par rapport à machin, alors du coup. Et en fait, je suis un peu en mode, encore une fois, les sondages, visiblement, comme on disait la dernière fois, c'est vraiment quand ça arrange, quoi. C'est un peu désespérant. Et bon. Donc le sondage national fait sur Jordan, qui montre que Jordan Bardella fait kiffer les Français, celui-là on l'ignore. Le sondage sur 600 pélos par téléphone à Rennes, qui dit si, bah vas-y, à partir de là, on fait dire à ce sondage qu'on est la première force d'opposition et qu'on est la seule force en dynamique ou la première force en dynamique. Ouais, bah du coup, bon, au bout d'un moment, enfin, je veux bien qu'on doive tout transformer en victoire, mais enfin, je trouve que les ficelles elles sont un peu grosses, quoi. Voilà. Je trouve qu'on est vraiment peu, voire juste pas éduqué sur la politique. Peu de monde se documente sur... Oui, bah non, bien sûr, évidemment. Non, mais moi, je vous le dis depuis longtemps, les gens, ils votent à l'émotion. Les gens, ils votent pas... Ce que je disais, du coup, sur Instagram suite à ça, c'est que les gens... les gens, ils ont pas le temps de se renseigner, ils ont pas le temps de regarder la plupart des médias, etc. Ils savent pas pour qui ils votent, sinon la communication politique n'existerait juste pas, en fait. Sinon, les principaux enjeux pour les élections, ce serait pas le programme. Ça, ce serait pas... Pardon, ce serait le programme, pardon. Mais c'est pas le programme, l'enjeu d'une élection. C'est presque jamais, et surtout pas le programme. La conscience de classe, c'est pas inné. Ah, mais moi, alors, c'est un truc qu'on m'a répondu quand j'ai partagé là, ce réel, là, enfin, ce short, là. Quelqu'un qui m'a dit, oui, enfin bon, en même temps, c'est pas possible, c'est sûrement stage. Regarde toutes les vidéos du compte et c'est possible. De toute façon, ce serait aller contre leurs intérêts de classe. Donc, bon, c'est quand même pas très réaliste. Comment vous dire que des gens qui votent contre leurs intérêts de classe, il y en a quand même beaucoup. Donc, voilà. Ça, écoutez, je me suis intéressé sérieusement à la politique depuis que j'ai découvert tes streams du... Ah oui, bah ok, bon. Ah, mais de toute façon, les heures d'éducation civique, c'est très sommaire. Ouais. Enfin voilà, hein, c'est quand même un peu désespérant. Donc il fallait que je revienne là-dessus parce que je me fais choper la veste. Franchement, je comprends pas bien pourquoi, hein. Et puis ce que j'ai répondu à quelqu'un à qui j'ai beaucoup écrit, je lui ai dit mais ouais, à la base je parle de linguistique, hein, et de sciences sociales sur la chaîne de linguistique, sur la chaîne linguistique. Je fais pas des réels sur les dingueries de Jean-Luc Mélenchon parce qu'il dit des dingueries. Enfin genre sinon déjà on s'en sort plus et sinon bah on pourrait aussi questionner la raison pour laquelle je le ferai sur lui et pas sur les autres. Et si je le fais sur les autres, en fait, enfin non, mais juste, enfin c'est juste une réorientation complète de la chaîne, quoi. Langue politique et élection sont deux choses différentes. Ouais, alors là pour les municipales, c'est quand même dans 2 semaines. Euh, on est quand même mal barré, hein.
On est vraiment mal barré. On va voir, hein. On va voir. Le truc, c'est qu'il y a il y a toujours quelque chose qui va pas. La dernière fois, on disait oui, mais bon, la guerre de Gaza, et puis après, oui, mais en fait, non, mais là, c'est pas pareil, c'est parce qu'il y a tel truc. Là, oui, mais non, c'est pas pareil parce qu'il y a telle dinguerie. Au bout d'un moment, il y a des dingueries tout le temps dans le monde, et ça peut pas être juste comme ça qu'on explique nos défaites. Des dingueries dans le monde, il y en a partout, quoi. Tout le temps. Genre, c'est pas quelque chose qui. Hélas, hein, c'est pas quelque chose qui est rare. Donc bon. Il y a toujours un truc qui se passe, quoi. Là, d'ailleurs, la principale crainte, c'est de savoir si on va se taper une inflation de fou ou pas. Parce que enfin, la dernière fois qu'on a eu une inflation de zinzin, c'était à cause de la guerre en Ukraine, et cette inflation, elle était notamment due au cours du pétrole et du gaz. Et ça, ça fait peur, quoi. Là, il y a un monde où ça monte à la pompe, hein. En ce moment, on est assez inaudible à gauche. Mais je sais. Je sais. Et moi, honnêtement, je pense que la gauche a sa part de responsabilité. Pour autant, la gauche est dans un contexte extrêmement défavorable au niveau européen. Là, on est vraiment dans une époque pré-fasciste plus plus. Et en vrai, pourquoi il n'y a plus de musique? Et en vrai, euh, enfin, genre, on joue aussi dans un contexte extrêmement défavorable. Ça, bon, voilà, hein, c'est terrible, hein. C'est juste que dans ces moments-là, c'est sûr que si en plus on est désunis, si la priorité c'est de savoir qui du PS ou qui de LFI doit avoir le lead de la gauche, bah on va vraiment pas. C'est cool, hein, on va se battre pour un tas de cendres. En fait, on s'en fout de savoir qui devrait et qui a raison et qui a trahi qui, quand. Enfin, en fait, on n'en est plus là. Enfin, genre, ces questions-là, elles paraîtront tellement anecdotiques quand l'extrême droite sera au pouvoir que franchement, je suis même pas sûr que ce soit très intéressant de chercher à y répondre, hein. Enfin, je sais pas. Bon. Ouais, ça me fait penser à quand tu joues à Hearts of Iron 4, hein, t'as combien de jours de carburant encore tu as, effectivement. Rémi Lefebvre pense que Jean-Luc Mélenchon ne veut pas gagner, qu'il veut être le chef du tas de cendres. Mais moi, j'y crois aussi. Moi, je crois ça aussi. Je pense que Jean-Luc. En fait, il y a deux possibilités. Soit Jean-Luc Mélenchon est complètement délu. C'est une possibilité très forte. Quand on lit ses écrits, hein, et quand on écoute ses discours, on peut comprendre ça aussi, hein, qu'il est convaincu. Et d'ailleurs, quand on regarde un peu comment il a réagi euh, quand il lui manquait 600 000 voix, comment, comment en fait la presque victoire, ou en tout cas le score de 2017 a été extrêmement structurant dans sa vision, et surtout comment il considère qu'il y a quelque chose. Mais ça, c'est très marxiste à l'ancienne, hein. Ça, c'est très vieux marxiste. Les vieux marxistes sont un peu tous dans ce délire à la base, de considérer que l'histoire elle est mécanique. Ça vient de chez Marx, hein. Vraiment, que l'histoire elle est mécanique et que les étapes sont presque toutes. Enfin, les étapes dans tous les pays correspondent, enfin, suivent la même logique, alors qu'en fait, les corps sociaux ne sont pas les mêmes en fonction des pays. Donc, l'issue des crises peuvent être très différentes d'un pays à l'autre à cause de ça. Et que l'extrême droite ou la presque extrême droite finit toujours par laisser son terrain à la gauche radicale de manière mécanique, quoi. Ou alors la bourgeoisie ou les sociodémocrates. Enfin, en gros, tout mène à la gauche, quoi, de manière prophétique, dans un duel final qui est un duel gauche-extrême droite. C'est ce qu'il écrivait dans une interview, enfin ce qu'il disait dans une interview à la Repubblica il y a peut-être maintenant 1 an et demi. Euh, donc il y a une possibilité où vraiment il y croit. Genre vraiment il y croit de manière complètement délue.
Et l'autre possibilité, c'est qu'il préfère être hégémonique sur une gauche en ruine, effectivement, que de risquer de laisser sa place et de ne pas être maître du jeu. C'est une possibilité très forte. En fait, ça dépend de. Le problème, c'est que ça dépend de à quel point c'est un acteur rationnel, Jean-Luc Mélenchon, vis-à-vis de lui-même. C'est-à-dire, c'est quoi la balance entre ses envies et ses envies personnelles, j'entends, son destin, comment il se perçoit, et les possibilités. Moi, je crois qu'il ne pourra jamais gagner. Lui, il croit peut-être qu'il y a qu'un trou de souris, mais il a tellement envie de gagner que il faut qu'il essaye. Il disait déjà ça en 2012. Oui, bien sûr, mais là, il le dit encore plus. Là, il le dit encore plus. Et d'ailleurs, il le dit un peu en mode, là, dans le Républicain, il le dit un peu en mode de mémoire, un peu en mode, et puis c'est trop aux Français de trancher, et puis s'ils tranchent mal, ben, sois les Français, quoi. Parce que je suis quand même bien meilleur que l'extrême droite. Et alors moi je suis d'accord, hein, moi je pense que vaut mieux un pays dirigé par Jean-Luc Mélenchon que par l'extrême droite, il n'y a pas de problème. Euh, pour autant, est-ce que c'est comme ça que la plupart des Français le voient? Aujourd'hui, on n'a quand même pas l'impression. Et je suis désolé, mais le traitement médiatique, et je vous parlais des interruptions dans les médias par les journalistes des députés LFI ou des membres de la France Insoumise, on dirait quand même beaucoup le traitement de l'extrême droite dans les médias juste dans les années 2000, quoi. Euh, le traitement qui est réservé à la France Insoumise aujourd'hui, c'est le traitement du Front National il y a 20 ans. Il y a 30 ans. Donc c'est assez inquiétant, quoi. Et même si l'extrême droite est très aidée par des milliardaires, par les forces de l'argent, par le contexte géopolitique, ils ont quand même mis 30 ans avant d'obtenir la place qu'ils ont aujourd'hui. Avec une autoroute qui était quasiment tracée devant eux, quoi. Et avec une droite qui reprenait leurs idées en permanence et qui les normalisait. Donc on est loin de sortir. On est loin d'en être sorti, quoi. On constate aussi effectivement le délitement du centre. Juste, il y a 3 débouchés, RN, PS et FI. Bah, le délitement de la gauche, hein, pardon. La gauche est plus fracturée que le centre actuellement, hein. Hélas. Genre, même on le voit sur des trucs comme genre la campagne de Paris, où vous avez Gabriel Attal qui soutient. Putain, je sais plus comment il s'appelle, l'autre con, là. Candidature, mairie de Paris. Il a un nom à la con, il a un nom en naze, là. Je sais plus comment il s'appelle. Euh, Non, Bournazel. Merci. Vous avez Gabriel Attal qui va soutenir Bournazel, et vous avez Macron qui soutient Rachida Dati. Ce qui fait que vous avez en fait 2 candidats du centre et de la droite. Mais Bournazel, quand il a dit qu'au second tour, il allait certainement pas se rallier à Rachida Dati alors qu'il s'oppose en valeur sur peu près tout avec elle, Édouard Philippe, qui est quand même le principal soutien de Pierre-Yves Bournazel, l'a jeté dans les orties, quoi. L'a poussé dans le ravin, quoi. Il lui a dit, bah non, bien évidemment que tu vas te rallier à Rachida Dati. Bien évidemment. Pourquoi? Parce que Édouard Philippe ne veut surtout pas se mettre mal avec une partie de la droite et du centre dont il espère encore être le candidat. Et donc, s'il faut que ces poulains rentrent la queue entre les jambes à la niche pour qu'Édouard Philippe continue de croire qu'il puisse avoir son trou de souris, et ben c'est ce qui se passera. Ça, à gauche, c'est jamais comme ça que ça se passe, hein. Enfin, je suis désolé, hein. À gauche, on n'a jamais toutes les forces qui s'inclinent devant le grand chef victorieux pour lui dire d'accord, maintenant on se met derrière ta bannière. C'est jamais vraiment comme ça que ça se passe, quoi. À droite, c'est la logique dans laquelle ils sont. Donc là, actuellement, il y a une espèce de jeu de chaise musicale où tout le monde se déclare candidat au centre et à la droite. Mais ces conflits, souvent d'ailleurs, sont internes. Passage. Je pense qu'il y aura moins de candidats du centre qu'il n'y aura de candidats de gauche, de toute façon. Donc, enfin,
C'est terrible, hein, mais bon, moi, j'y crois pas, ce truc de le centre est fracturé, alors qu'à gauche, c'est clair, il y a la France Insoumise. Mais non, le centre est moins fracturé que la gauche, hein. Ils continuent de voter de concert ensemble, ils se passent pas leur temps à l'Assemblée à s'invectiver, et ils passent pas leur temps à faire leur communication sur comment est-ce qu'ils vont baiser leurs voisins du centre, alors que pour le coup, quand on regarde le PS, on va dire le PS dissident, genre Carole Delga, Jérôme Gage, etc., et quand on regarde la France Insoumise, c'est tous les matins. Genre, c'est tous les jours. Elle a tant que ça de pouvoir de réseau d'Ati pour qu'il se couche devant. Bah, elle a quand même tous les arrondissements de droite. De vraie droite, quoi. D'ailleurs, ça m'a tabassé de rire. J'ai vu un extrait d'une interview de Michel Drucker. Euh, le, le centre divisé peut être Philippe, Retailleau ou même Attal. Alors, en fait, Attal ou Philippe vont se battre pour la même chose. Et surtout, ils se battent pour un socle qui est beaucoup plus large que le socle de la gauche. Ils se battent pour un électorat qui est beaucoup plus large. La droite et le centre, ça représente 40% aujourd'hui. Au moins 35, peut-être 40. Donc là, nous à gauche, on se bat pour 25-30. Et on va avoir 4 candidats. Au moins 4. Donc, bon. Et encore, c'est quand on met le PS, dans cette gauche-là à 33, dans la gauche que à 33, c'est la gauche qui va jusqu'à Glucksmann. Hein. Donc, Glucksmann qu'on pourrait ranger au centre. Donc, vraiment, c'est. Genre, pour un socle plus inférieur, on y va avec le double de candidats, quoi. Enfin, c'est genre, c'est compliqué, quoi. Donc, dire que la centre est fracturée alors que nous, on est unis, bah, c'est plutôt pas vrai. Ouais, Michel Drucker, j'ai vu Michel Drucker qui expliquait qu'il a toujours voté à gauche. Ça m'a surpris, genre, je suis tombé de ma chaise. Parce que quand ses parents sont arrivés en France, c'était sous le Front Populaire qui a fait les vacances, la semaine de congés payés, Léon Blum. Sa mère était fan de Mitterrand, de Mendes France, etc. J'étais en mode, waouh, putain. Et que du coup, il a juré à sa mère, par fidélité à sa famille, il votera toujours à gauche. J'étais en mode, waouh. Et du coup, la personne lui demande, mais du coup, vous allez voter pour qui au municipal? Il habite à Paris. Et il dit ah bah là Joker, puis la meuf elle lui fait bah attendez, vous avez je sais pas quel âge là, vous êtes en mode c'est bon, je m'en bats les couilles, je joue carte sur table. Je dis, bah moi je vais voter pour la maire de mon arrondissement qui est une très bonne maire. Il dit bah du coup vous allez voter Rachida Dati. Il dit oui, je vais voter Rachida Dati. Et après il dit bah en gros j'aurais voté à gauche si la gauche est encore de gauche. Mais comme la gauche c'est renié, je ne vote plus à gauche. Ah oui d'accord. Bah, en fait il vote plus à gauche parce que la gauche n'existe plus dans sa tête, donc il vote à droite. Bien à droite. Je suis en mode ah la vache. Si la barre du second tour est à 16, c'est pas si grave. Bah, quand même. Quand même, si. Enfin, genre, il n'y a pas de faire le gamble là. Le gamble, puis surtout, accéder au second tour, pourquoi faire, hein? Marine Le Pen, elle accède au second tour tous les 5 ans, hein? Et du coup, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Mélenchon gagne parce que la sainte prophétie dit que si jamais il atteint le second tour, il gagne le second tour. Moi, je pense plutôt que ce sera un scénario la Villeneuve-Saint-Georges, hein. Ce sera barrage anti-LFI. Et voilà. Mais il y aura pas Attal et Philippe en même temps. Ça, c'est. Bon. Donc, on verra. Hein. On verra. Vous remarquerez qu'en 2032, il y aura les municipales et les présidentielles à un mois d'intervalle. C'est une dinguerie. Ça va vraiment être une dinguerie. S'il y a une élection en 2032. 44% des macronistes ont voté LFI face au RN dans les duels législatifs. Ah oui, mais c'était en 2024, ça. C'était en 2024, hein, si je peux me permettre. Les choses ont tellement changé depuis. La position de la droite en 2024, c'était ni France Insoumise ni RN, et ça avait indigné tout le monde. Et même Gabriel Attal avait appelé personnellement des députés, enfin des candidats à se retirer et les électeurs à faire barrage. Gabriel Attal a déjà dit qu'il ne reprendrait pas cette décision aujourd'hui. Et la position ni LFI ni RN, c'est une position qui était marginale
Et indigne en 2024, c'est une position absolument normale aujourd'hui pour une bonne partie du corps électoral et une bonne partie des députés de la droite et du centre. Donc c'était en 2024. Et là, on est en 2026. On a vraiment... Vous avez vu où on en est maintenant? Enfin, là, la France Insoumise vient d'être classée d'extrême gauche par le ministère de l'Intérieur. Là. T'as lancé le live parce qu'il y a le reset sur WoW? Non, pas du tout. Parce que je viens de me lever. Non, j'avais oublié qu'il y avait le reset. Je suis que level 82 hein, pour l'instant. J'ai pas beaucoup joué. Et la proportion de Français qui considèrent que la France Insoumise est un danger pour la République est à peu près équivalent au pourcentage de Français qui pensaient que le RN était un danger pour la République il y a 5 ans. Genre, il y a eu une totale inversion. Donc, c'est intéressant. Hein. Bah, en fait, 2024, c'était un point sur le calendrier, et là, on en est. Il faut voir où on en est, quoi. Alors, j'ai lu un truc tout à fait juridique sur cette question-là, et en fait, ils sont totalement souverains pour le faire. Mais souverains, mais ils sont jugés et partis. Donc. Les Français sont vraiment tous prêts à faire barrage contre Jean-Luc Mélenchon. Genre, c'est vraiment. C'est vraiment. Écoutez. Hein. Faut juste abandonner l'idée qu'une gauche antilibérale gagne sans être diabolisée. Ça n'arrivera jamais. En tout cas, on n'est pas dans un contexte favorable. J'y crois pas pour le coup. Sur le coup, on a un regain de fou furieux à Lyon chez LFI. Ouais, mais bon. C'est pas parce que les militants. C'est pas parce que vous arrivez. Enfin, ça veut rien dire. Je suis désolé, ça veut rien dire. Euh, C'est comme si tu disais j'y crois pas au fait qu'Asselineau fasse que 1%. Regardez le nombre de vues qu'il faisait sur YouTube pendant la campagne en 2017, quoi. C'était la deuxième chaîne YouTube la plus suivie, la deuxième chaîne YouTube politique la plus suivie en 2017. Et bon, il a fait 1%, quoi. C'est pas si simple, hein. Ouais, il faut vraiment attendre les résultats. Hein. Je suis d'accord, il faut vraiment attendre les résultats. Je vais quand même vous évoquer, vous avez peut-être oublié, je crois que c'est les municipales de 2014. Je vais vérifier, municipales 2014. Il me semble que pendant les municipales de 2014, c'était pas 2014, c'était 2000. Si, c'était 2014. Si, c'était 2014. Je vais vérifier d'abord. Je vais vérifier. Mais il me semble que, alors qu'on était dans une partie où la gauche avait plutôt tout raflé, c'était 2014 ou c'était 2008? Je sais plus si c'est 2014 ou 2008, mais la droite. Je vais vous dire, attendez, je l'ai sous les yeux. Maire élu. Si, c'est ça. Si, c'est ça. C'est ça. C'est en 2014 où la gauche était ils avaient le Sénat, ils avaient l'Assemblée, ils avaient tout. C'était 2014. Et parce qu'il y avait eu le mariage pour tous, il y a beaucoup de personnes des catégories populaires qui ont voté à droite au municipal pour se positionner par rapport à ça. Et on a pas mal de villes de gauche qui sont passées à droite, comme Toulouse par exemple, Reims,
Saint-Étienne est passé à droite, ça c'était en 2014. Grenoble, bah du coup, le PS a perdu Grenoble, mais c'est le ELV qui avait gagné. Limoges, Tours, Amiens. Il y a quel d'autre? Caen, Saint-Paul de la Réunion, où Huguette Bello avait perdu. Argenteuil, etc., etc. Et on avait tout un tas de villes, y compris de villes populaires, comme Saint-Étienne par exemple, qui étaient passées à droite en 2014, dans une période où on pensait que la gauche était en train de tout rafler. Parce que sur le moment, effectivement, le mariage pour tous, ça plaisait pas à beaucoup de gens, des catégories populaires, qui ont préféré voter à droite ou voter anti-mariage pour tous. Se positionnant pour des municipales sur cette question qui était une question nationale. Tout le monde se fout de la gueule de la primaire, mais si tout le monde avait joué le jeu, on serait du coup tous déjà en ordre avec comme seul problème Jérôme Gage. Oui, c'est vrai. Oui, potentiellement, oui. Surtout parce que le PS a mené une politique antisociale. Non, non, vraiment, en 2014, je vous jure. Je vous jure. Alors, franchement, il faudra regarder, mais pour moi, dans mon esprit, de comme je m'en souviens, c'était une campagne profondément marquée par l'homophobie et par la position vis-à-vis du mariage pour tous. C'était genre extrêmement prégnant dans la campagne. Et puis surtout, c'est quoi ce sens de voter UMP quand parce que le PS avait une politique antisociale localement. Enfin, c'est genre, ça n'a pas de sens. On a Bru qui est passé à droite, on a Chalon-sur-Saône, on a Bois d'Arcy, on a Florange, l'Aille-les-Roses, il y avait Niort à l'époque, il y avait Clamart, Poissy, Roissy, tout ça s'est passé à droite. Et on a Édimbourg qui est basculé même à l'extrême droite. C'était arrivé après la loi El Khomri. El Khomri, oui. Sûr de ça? Pas du tout. La loi El Khomri, c'est 2016. Qu'est-ce que tu racontes? La loi El Khomri, c'est 2016. Les municipales, c'est mars 2014. Donc non. Elle a été dévoilée le 17 février 2016. Tu étais opposant Hollande, tu étais UMP. Ah non. Si je peux me permettre, il y avait un truc qui s'appelait le Front de gauche à l'époque. Il y avait un truc qui s'appelait le Front de gauche, qui était quand même un caillou dans la chaussure de François Hollande. Et bon, bah ça, pour le coup, bon. Il n'y a pas l'alternative, le Front de gauche, c'était Peanuts, pardon. C'était quand même 10% du corps électoral, hein. C'était le socle du Front de gauche, c'est à peu près, c'était 8-10%. C'est pas beaucoup moins que le socle de la France insoumise actuellement. Le socle des LFI, c'est 10-12, hein. À peu près, hein. Après, la force de Jean-Luc Mélenchon, c'est de rallier le vote utile à lui, au présidentiel. Parce qu'aux élections intermédiaires, il n'y arrive pas. Tout ce que je veux vous dire, tout ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'on peut avoir un contexte où on se dit c'est bon, là, la gauche va gagner, c'est sûr, c'est free win, et en fait, on perd. Et on perd beaucoup de villes. C'est ça juste que j'essaie de vous expliquer sur des fois des choses qui en fait sont des relèves de la politique nationale. Et voilà quoi. Le Front de gauche européenne faisait 6%. Bah voilà, bah on n'est pas loin du score de LFI. Le Front de gauche, il y avait encore quand même tous ces anciens PCF quoi. Ouais. Je disais que la municipale avait eu ce résultat après la loi M. Khomri, mais non, c'est pas le cas. Ça aurait été acceptable. Ah oui.
Là, c'est des raisons purement homophobes, je trouve ça honteux. Ah oui, d'accord, mais parce que c'est... En fait, enfin, je... Écoutez, je suis sûr on le retrouve, hein. Municipal 2014, loi mariage pour tous. Alors, qu'est-ce que nous disait la fête, le journal de l'UMA? Les opposants à la loi Taubira infiltrent les exécutifs municipaux avec l'aide des maires UMP et UDI. Eh bien ça, surprise. Municipal, la manif pour tous dans les élections. On va aller voir. Là, on a le Figaro. Bon, je sais que c'est le Figaro. Le mariage pour tous a pesé dans le choix électoral des municipales. Alors, la question du mariage homosexuel a été jugée très importante pour 37% des Français et les prises de position des candidats sur ce thème l'ont été de la même façon pour 42% des catholiques pratiquants réguliers. Ça, on s'en doute. Hein. Et donc à l'époque, il y avait un tiers des Français qui considéraient que la question du mariage homosexuel était une question très importante pour les prises de position des candidats. Ça a dû jouer, hein. Je pense que c'est peut-être pas central, mais ça a dû jouer pour faire la bascule, quoi. Ouais. Ouais, bah écoutez. Bah voilà, C'était il y a 12 ans. C'était il y a 12 ans. Mais c'est comme. On n'y est pas encore, je trouve ça un peu dommage. Mais admettons que la France Insoumise ait eu un député transgenre et qu'ils aient envoyé ce député faire les municipales. Comme ils envoient tous leurs députés faire les municipales dans toutes les villes de France. Là. Je pense que la nature transgenre de la personne aurait potentiellement influencé une partie de l'électorat. Tout comme il y a 20 ans, le fait que tu sois une femme jouait en ta défaveur dans une élection, quoi. Enfin, c'est genre. C'est. Hélas, hein, écoutez. Moi, la grand-mère de mon cousin, donc la belle-mère de ma tante, euh, détestait Ségolène Royal parce qu'elle disait, je cite, c'est une femme qui a abandonné ses enfants. Comprenez par là, c'est une femme qui travaille. Or, la place d'une femme, c'est à la maison. Genre. Donc, de fait, elle a voté Sarkozy, quoi. Genre, bah voilà. Selon... Bon, maintenant, on en est quand même plus trop là, quoi. Hein. Heureusement, on n'en est plus trop là. Maintenant, on a des candidates d'extrême droite. L'extrême droite, toutes les femmes fortes et les candidates fortes. Marion Maréchal Le Pen, Sarah Knafo, Marine Le Pen sont des font la comment dire le enfin sont des héros de l'extrême droite. Là où il y a 20 ans, on leur aurait dit maintenant tu fermes ta gueule, tu rentres à la cuisine là, hein. Parce que c'était comme ça que les militants d'extrême droite pensaient. Maintenant, les militants d'extrême droite, ça leur pose absolument aucun souci de voter pour une femme tant que cette femme lutte contre les musulmans. Donc, en même temps, ça évolue très vite. Hein. Il y a une génération. Hein. Là, je suis retombé récemment, d'ailleurs. Je suis tombé sur une vidéo de. C'était quoi la perception de l'homosexualité quand Badinter a dépénalisé l'homosexualité. Et du coup, il y avait des interviews dans la rue et les gens étaient en mode c'est quand même honteux, c'est anti-nature, blablabla. Et il y a une personne qui dit ce truc de fou furieux qui dit moi je mettrais tout ça en prison, ça n'a rien à faire dans la rue. J'étais en mode ah ouais. Maintenant, bah, les hommes gays sont à l'Assemblée sur les bancs du RN. Voilà.
Donc on a normalisé, hein, tant mieux. Je suis vraiment content pour tous les hommes gays qui nous écouteraient. On a tellement normalisé l'homosexualité que maintenant c'est un argument pour être anti-islam, d'être gay. Donc bon, ça, bon, on en a déjà parlé plein de fois de l'homonationalisme ici. Ouais. C'est pas très connu dans la population. Non, ça l'est plutôt pas, effectivement. On en est là, hein. Alors, n'empêche, quand j'expliquerai à mes enfants que on est passé par le Covid, par la guerre en Ukraine, par la guerre au Moyen-Orient, par l'extrême droite à tous les coins de rue, en espérant que eux ne l'aient pas vécu, hein, bien sûr. Ce sera quelque chose, hein. Je leur dirai qu'en même temps, j'ai connu l'arrivée d'Internet. J'ai connu le monde avant Internet. Et là, l'inflation, ça va vraiment devenir un sujet, hein. Là, ça va redevenir un sujet, je pense. Putain, moi, nous, on est à peine en train de sortir la tête de l'eau, là. Grâce à vous, hein. Grâce à vous sur Tipeee, d'ailleurs. Merci à vous, putain, évidemment. Euh, On a pu passer un mois où on n'était pas à découvert. Incroyable, truc de fou. Et putain, et là, il y a l'autre con là qui bombarde l'Iran. Waouh. Terrible. Ouais, putain, quel enfer, hein. Et le pire, c'est que ça tombe pendant le moment où on a dit qu'on allait définitivement sanctionner le pétrole et le gaz russe. Horizon 2027, je crois, plus une goutte. Là, la Russie sont en mode. Alors, est-ce que je vendrais pas mon pétrole aux Chinois et aux Indiens? Faut savoir d'ailleurs qu'en Inde, je sais pas si vous le savez, en Inde, il y a un ministre du pétrole. Genre, il y a un ministre du pétrole, apparemment. J'ai vu ça. J'étais en mode, ah ouais, le ministre du pétrole, j'ai vu. Alors, je sais pas si c'est métaphorique ou si c'est vraiment le ministre du pétrole. Je pense qu'ils vont débloquer Hormuz par la force. Le problème, c'est pas qu'Hormuz soit bloqué, parce qu'en fait, théoriquement, tu peux y accéder à Hormuz. C'est le fait que les compagnies d'assurance refusent d'assurer les bateaux qui s'y rendent. Parce que l'Iran dit, ah, par contre, peut-être à tout moment, on pète un bateau. Et passer par la mer Rouge. Et donc, du coup, par Suez. Parce qu'il y a les outils qui disent, ah, peut-être à tout moment, on pète un bateau. Donc, c'est pas une question En fait, il est pas vraiment bloqué, le Détroit. C'est juste que si tu vas, c'est la galère, quoi. Donc, c'est bloqué. Ben, pas vraiment. Il est pas militairement bloqué. C'est-à-dire, il y a des menaces qui planent. Tu vois, il y a des menaces qui planent. Peut-être elles seront mises en place, peut-être elles ne seront pas mises en place. Erdip Singh Puri. Ouais, ministre du pétrole. Il y a vraiment un ministre du pétrole. C'est incroyable.
Ça me tabasse. Ministre du pétrole. Après, nous, on avait un ministre de la guerre avant, hein. C'est devenu ministre de la défense maintenant. Quelqu'un va t'expliquer les bails. Bah, il y a Trump. Les États-Unis et Israël sont en train de bombarder l'Iran. Et ils ont dit d'ailleurs, Trump a dit que ça allait durer au moins 5 semaines. Il a dit 4, puis maintenant c'est 5. Euh, Le problème, c'est que par le détroit d'Ormuz passe un cinquième du trafic mondial du gaz liquéfié et du pétrole. Parce qu'en fait, tous les pays du Golfe font sortir leurs bateaux par le détroit d'Ormuz. Et que pour certains pays, même, ça représente beaucoup plus. Pour le Japon, c'est 95% de ses apports, par exemple. Sauf que l'Iran, ils ont dit bon, bah, on va bombarder vos bateaux, hein. Et ils ont attaqué les 3 bateaux, là. Attaque de drone, là, sur des bateaux. Ils ont même pas besoin de les couler, les bateaux, hein. Ils ont juste à les attaquer. Juste à les attaquer à coups de drone, là, et ils les immobilisent. C'est ça qui est fou, hein. C'est qu'il n'y a même plus besoin de. Il n'y a même plus besoin, quoi. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est très drôle. Très drôle. C'est que l'Iran, on dit, l'Iran, ils sont désarmés, là, ils ont plus rien, ils sont à poil. En fait, l'Iran, ils ont énormément de drones. Et ces drones, ils coûtent rien à produire. Genre, c'est 30 000 € un drone. Ils en ont beaucoup. Et nous, pour arrêter une vague de drones, ça nous coûte des millions. Alors que ça leur en coûte. En fait, du coup, en termes de prix, ça leur coûte beaucoup moins cher de nous attaquer que nous défendre. Après, on a beaucoup plus de pognon, mais bon. Après, il y a vraiment beaucoup. Ouais, alors après, il y a aussi l'inertie, mais il y a aussi le fait que la principale usine la principale raffinerie d'Arabie Saoudite a été attaquée par l'Iran. Donc, et du coup, Israël en profite pour attaquer le Liban aussi, au passage. Est-ce que c'est un plan de Trump pour rendre le pétrole vénézuélien rentable? Je pense qu'il peut juste pas s'empêcher de. Lui, il est obsédé par le prix Nobel de la paix, et donc du coup, il veut régler toutes les guerres du monde, et pour régler toutes les guerres, il faut bombarder les pays. Voilà comment il pense ce zinzin. Ouais, j'ai vu que le Koweït a abattu 2 avions américains par erreur. En tout cas, les gens commencent à flipper parce que Makina a été faire le plein d'essence hier, et elle m'a dit j'ai jamais vu autant de monde à la station. Après, je pense que Trump, par contre, il a vraiment envie d'emmerder les Chinois. Parce que le Venezuela vendait quasiment toute sa production à la Chine. Et l'Iran, je crois, c'est 90% de la production de pétrole d'Iran est à destination de la Chine. Donc je pense qu'il y a un monde où aussi il essaye d'assécher la Chine. Je sais pas trop. Par contre, la Russie doit vraiment se frotter les mains.
Ouais, bah ouais. On va voir, hein, ce que ça donne tout ça. Sur Polymarket, ça commence à parier sur la possibilité de frappe nucléaire. Putain, c'est terrible parce que Polymarket, il y a quand même beaucoup de gens qui ont clairement de l'intel. Hein. C'est-à-dire qu'ils parient sur des choses où ils ont déjà les infos. Hein. Ouais, ouais, exactement. Mais après, ça me paraît évident. Quand t'as de les infos, si moi demain on me filait une info de fou, je parierais dessus. Hein. Ça a l'air d'être de l'argent, ça a l'air d'être vraiment du scam. Hein, mais bon. Ouais. C'est terrible tout ça. Hein. Ça nous dit pas s'il faut planter les poireaux maintenant ou pas. Hein. Des fils de langue, bah j'avoue qu'avec mon sommeil complètement pété, là en ce moment, j'apprends pas grand chose. Si j'apprends les couleurs en finnois là. J'apprends les couleurs, quelques phrases. Italki, on est en train d'essayer de mettre en place les concours là, de langue, là, les défis, mais bon. Ils sont pas convaincus, ils savent pas. Du coup, ils disent oui, ça vend mal. Les Talkies sont en mode ouais, il faudrait refaire une OP qui marche mieux parce que là, ça vend mal, ça transforme mal. Bah en même temps, oui, mais bon, il y a toujours pas les cours, il y a toujours pas les cours collectifs quoi. Je pense que si jamais on mettait des cours collectifs en place avec des vrais profs, il y a de fous des gens qui, il y a des gens, ils viendraient de fous. Là, juste aller faire des cours tout seul, alors que les gens ils s'organisent ensemble sur le Discord. Bah, je pense que effectivement, ça, c'est moins pertinent quand même. C'est en finnois et en wolof. D'ailleurs, le wolof, j'ai quasiment pas du tout avancé. Faut vraiment que je trouve quelqu'un pour le wolof. Bah oui, mais moi aussi, c'est pour ça qu'on va mettre ça en place de notre côté. Et puis si ça se fait pas avec l'Italki, on le fera entre nous, quoi. C'est assez fou que le finnois soit de la même famille que l'hongrois. Pourquoi c'est fou, c'est fou.
Wolof, c'est Afrique. Sénégal. Langue ouralique. Finno-ougrienne. C'est plus, c'est plus juste. Parce que c'est plus. C'est la ouralique, ça fait vraiment années 30, quoi. C'est comme les gens qui parlaient de langue. C'était quoi Jafétique pour l'indo-européen. C'était les années. C'est quoi C'est les années au 19e siècle, les langues jafétiques. C'est des zones assez éloignées géographiquement. Ah bah si, si, si. Après, le Moyen Âge le Moyen Âge et l'Antiquité, hein, d'ailleurs, c'est une période de migration assez intense, hein, surtout dans l'Europe de l'Est. Alors là, dans l'Europe de l'Est, laisse tomber. Hein. Le couloir qui fait genre steppe pontique, plaine pannonienne, en passant par le Danube, il y a énormément de gens qui ont emprunté ce chemin. Les Avars, par exemple. À l'époque, même à l'époque des migrations indo-européennes, hein, tout ce qui est culture campaniforme, a priori, ça vient de là, ou même peut-être même que la céramique cordée, elle passe par le sud. Bah, quoi que non, la céramique cordée passe plutôt par le nord. Les campaniformes, visiblement, c'est la route qui suivent, potentiellement. C'est une route de migration qui est très, 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 très ancienne. Et les Coumans, pareil, ils arrivent de l'Est, ils vont dans la steppe pontique, ils descendent jusqu'en Bulgarie. Euh, les premiers Bulgares, donc les Bulgares originaux, c'est-à-dire les Bulgares non slaves, mais les Bulgares turciques, pareil, ils suivent ce chemin aussi là. Donc non, c'est un chemin, très, très courant en fait, très ancien. Du coup, les Hongrois, ils suivent ce chemin aussi, ils passent par la steppe, ils descendent, ils remontent le Danube jusqu'à la plaine pannonienne, ils s'installent dans la plaine pannonienne, là où les Avars s'étaient installés, des Slaves s'étaient installés, les Celtes s'étaient installés, etc., etc., etc. Les gens, quand ils migraient, c'était no shit, hein, ils migraient pour de vrai. Hein. Surtout quand c'était des peuples qui avaient des chevaux. Alors là, quand c'est des peuples de cavaliers, ça migrait sur de très grandes distances. Parce que, et ça j'en parle dans mon prochain livre, et je peux vous le dire ça déjà, quand tu as des chevaux, tu peux accéder à des territoires que tu n'accèdes pas quand tu es simple agriculteur, ou quand tu es chasseur-cueilleur. Il y a tout un tas de territoires qui te sont inaccessibles, qui sont vraiment des frontières, notamment la steppe. Tu ne peux pas traverser une steppe si jamais tu es chasseur-cueilleur, parce qu'il n'y a pas grand-chose à chasser, et il n'y a pas grand-chose à cueillir. Par contre, si jamais tu as des chevaux, c'est banger de fou. Parce que tes chevaux se nourrissent de peu près tout ce que tu trouves dans la steppe, et toi, tu te nourris des chevaux. Des chevaux, du lait, etc. Ou du bétail, hein, de manière générale. Ce qui fait qu'en fait, c'est une route de cavaliers. Genre, la steppe pontique, jusque dans le sud des Balkans, là, c'est vraiment la route des cavaliers, quoi. En plus, c'est des marais, il y a beaucoup de zones un peu marécageuses et tout. Et donc, c'est par là que la plupart des cavaliers sont arrivés de l'Est. Hein. C'est par là que sont arrivés les Mongols. C'est par là que sont arrivés les Huns. C'est par là que sont arrivés les Avars. C'est par là que sont arrivés les Hongrois aussi. Je vous la fais un peu simple, hein, mais c'est vraiment. Ça, c'est un peu. En fait, c'est important à comprendre, ça. Ce truc de frontières un peu inaccessibles pour beaucoup de populations qui ne sont pas des populations de cavaliers. Donc, c'est pas des zones où tu vas défendre. Voilà. Ton exemple est très bon. Hein. Les Austronésiens sont partis terribles pour la Madagascar. La langue de Madagascar, le malgache, est une langue austronésienne. Hein. C'est un bon exemple. C'est juste que Taïwan a été sinisé ensuite, là où les langues originelles sont des langues dites de la sous-famille des langues formosanes, qui est une famille austronésienne. Mais c'est assez récent, entre guillemets, quoi, que Taïwan ne parle plus austronésien et a été sinisé, donc chinoisé, si vous préférez. Sinisé. Ah, récent. C'est quand même, ça a commencé quand même il y a quelques siècles, hein, mais. Les descendants des Mongols sont encore en Kalmykie, à côté de Volgograd, Stalingrad, dans le même genre. Oui, il y en a beaucoup aussi dans le Caucase. Vous regardez une carte religieuse et linguistique du Caucase, vous avez des reliquats d'à peu près tout. Vous avez même des reliquats des sites. Ah oui, bah, les sites aussi passent par là.
Les Scythes qui sont un peuple iranien. Donc vous savez, les peuples iraniens descendent dans l'espèce d'Iran actuel, et les Scythes, qui sont un peuple iranien à la base, remontent par la mer Caspienne et par la steppe, s'installent au Nord Caucase, et puis ils raident l'Europe par là, quoi. Et d'ailleurs, il y a encore aujourd'hui les Ossètes sont des descendants si je dis pas de bêtises, les Ossètes sont des descendants des Scythes. Et d'ailleurs, la plupart des noms de fleuves russes de la steppe sont des noms scythes à la base. Même le Danube, hein, d'ailleurs. Le Danube, le Don, le Donetsk, il y en a un autre. Le Danube, le Don, le Donetsk et le... Tout ça, ça vient du mot Danou en scythe qui veut dire la rivière. Donc ils ont plus que migré, ils ont imposé leur nom toponyme, leur toponyme. Mais oui, toute cette zone qui correspond globalement à l'Ukraine et la Russie du Sud, là, jusqu'à la Renaissance, même un peu plus tard que la Renaissance, c'est essentiellement des peuples turcs. Des peuples turcs, et historiquement, ça a été les descendants des Mongols aussi. Ça a été une voie de passage aussi pour certains peuples iraniens, etc. Et cette colonisation de la Russie sur la steppe, en fait, elle est assez récente. Et même d'ailleurs, pour le Caucase, elle se termine au 19e siècle. C'est vous dire. Hein. Ça m'étonnait que c'est l'hongrois qui est isolé du coup linguistiquement par rapport à ses voisins. C'est pas devenu une langue slave ou germanique. Non, parce qu'en fait, après, la plaine... Alors, ça, c'est dans mon précédent livre, que je vous incite à acheter, bien sûr. Il y a tout un chapitre sur la Hongrie. La Hongrie comme pays et comme territoire politique est un territoire multilingue jusqu'au XXe siècle. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, la Hongrie a toujours été un territoire multilingue, où le hongrois représentait à peu près la moitié de la population. Les Hongrois représentaient jusqu'à la Première Guerre mondiale à peu près la moitié des habitants de Hongrie. Le reste, c'était des autres. C'était des Allemands, des Slaves, des Roumains, etc., etc. Et ce n'est qu'à partir de la Première Guerre mondiale que le territoire, parce qu'il est redécoupé par le traité de Versailles, et ensuite en 1945 parce qu'il est purgé de toutes ces minorités, devient un territoire homogène sur le plan culturel et linguistique. C'est très récent en fait. C'est très très récent. Troisième, c'est le Dniepr. Merci. Le quatrième, du coup. Mais merci. Le Dniepr, voilà. Pourquoi migrer dans l'histoire humaine ? Il y a plein de raisons. Ça, pareil, c'est dans mon prochain livre. Vraie question, pourquoi les Indo-Européens ont migré de la steppe ? Plusieurs raisons, a priori. L'une des raisons, c'est tout simplement une raison climatique. La steppe devenait inhabitable. Ou devenait difficilement habitable. Donc on a eu des grands mouvements de population. Parmi les très grands mouvements de population de l'Antiquité, il y en a un qu'on considère lié à un moment climatique important, une catastrophe un peu climatique, où il s'est mis à beaucoup trop pleuvoir dans certains endroits, notamment en Chine, dans certaines parties, dans l'Asie du Sud-Est, dans certaines zones de Mésopotamie. Non, pas en Mésopotamie. Dans certaines zones de l'Afrique. Il y a des zones qui se sont par contre complètement aridifiées. Le Moyen-Orient, le Proche-Orient, la Mésopotamie, en l'occurrence la steppe antique, l'Égypte. Ce qui fait qu'il y a eu donc trop de pluie, t'as rien qui pousse, t'as tout qui pourrit, t'as des inondations, on l'a vu récemment, et pas assez de pluie, t'as rien qui pousse parce qu'il y a trop de soleil et il n'y a plus assez d'eau. Et donc on constate par exemple qu'il y a de très grands mouvements de population et des guerres qui se passent à ce moment-là, par exemple. Maillard, c'est le nom hongrois du hongrois, oui. Je crois même que et la Hongrie, c'est Magyarország. Je crois que c'est le nom du pays. Et donc, par exemple, il y a des nouvelles, en gros, des révolutions technologiques qui font que tu peux migrer. Comme je vous disais, avant, par exemple, tu domestiques pas le cheval, tu peux pas accéder à la steppe. Là, tu domestiques le cheval, tu peux accéder à la steppe et tu peux traverser la steppe. Ça change tout. Ça peut être les vaches aussi, d'ailleurs. Hein. Des ruminants, quoi. Des ruminants ou des herbivores. À côté de ça, vous avez... par exemple, dans les grandes migrations qui sont connues, il y a les migrations des agriculteurs qui viennent d'Anatolie, qui migrent à peu près vers moins 8000, parce qu'avant, il y avait la glaciation en Europe, donc toute une partie de l'Europe était inaccessible et inhabitable.
Et eux, parce qu'ils domestiquent l'agriculture, enfin un certain nombre de plantes liées à l'agriculture, ils ont un développement soutenu comment dire, de leur démographie, et ce qui les pousse à migrer pour conquérir de nouvelles terres arables. Et donc ils vont notamment se diffuser sur tout le pourtour de la Méditerranée. Parce que et d'ailleurs on le voit ça, je crois qu'on le voit dans une partie de la Chine avec le développement de la riziculture, où en fait ça fait des gros booms démographiques, et ces booms démographiques, ben, du coup ça veut dire que les gens doivent partir aller conquérir de nouvelles terres, parce qu'en fait on peut, comme tu dépends de ta surface exploitée pour pouvoir nourrir un certain nombre de personnes, il faut augmenter la superficie. Tu augmentes le nombre de personnes, tu augmentes la superficie. Donc ça, c'est l'une des raisons. Après, il y a d'autres raisons, hein. Il y a des raisons de conquête, il y a des raisons technologiques, il y a des raisons de commerce, il y a des raisons climatiques, comme je vous le disais. Il y a plein de raisons qui font que les êtres humains migrent. Il y a les changements de vie, hein, aussi, hein, les changements radicaux de société, etc., etc., quoi. Et puis, il y a aussi beaucoup de migrations sont liées à d'autres migrations. C'est-à-dire que vous avez des populations, euh, comme les populations germaniques qui se rabattent sur une partie de l'Empire romain, en fait, sont poussées au cul par d'autres migrations qui viennent de l'Est. Donc, en fait, pouvoir déplacement en rideau, quoi. C'est-à-dire, vous avez des envahisseurs qui viennent de je sais pas d'où parce que c'est la merde chez eux, ils viennent chez vous, bah vous décalez et vous allez envahir vos voisins. Si vous pouvez pas rivaliser avec le numéro un, peut-être que vous allez vous attaquer au numéro 2, etc., etc. Donc, on peut avoir ce genre de choses aussi. Un peu ce développement en cascade. Il y a plein de raisons hein, qui font qu'on migre. Hein. Et les êtres humains ont beaucoup, beaucoup migré. Hein. Énormément, même d'ailleurs. La sédentarité et les frontières, c'est récent. Hein. C'est récent. Et d'ailleurs, les deux ne vont pas nécessairement ensemble. C'est-à-dire que la notion même de frontière sous l'Empire romain, c'est pas la notion de frontière au Moyen-Âge qui n'est pas la notion de frontière euh, après la Renaissance, quoi. Aujourd'hui, on a très une définition de frontière comme une zone hermétique délimitant un pays, des régions, parce qu'on a une administration très développée, mais à l'époque où il n'y avait pas une administration très développée, beaucoup de personnes allaient et venaient d'un territoire à un autre sans même savoir qu'ils le franchissaient, mais encore jusqu'à très récemment. Hein. Ça, je l'avais évoqué dans mon premier livre, bien sûr, je vais forcer. Hein. Mais il y a des Italiens du Tessin qui sont allés rejoindre l'armée italienne pendant la Première Guerre mondiale parce qu'ils étaient convaincus qu'ils devaient se battre parce qu'ils étaient italiens. En fait, ils habitaient en Suisse. Mais en fait, la définition politique de ce que c'était la Suisse ou l'Italie pour des habitants du Tessin, des fois, c'était un peu nébuleux, quoi. Est-ce qu'on migre autant en termes de proportion humaine? Bah, aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus d'habitants, donc les migrations sont beaucoup plus importantes. Mais à l'époque, on migrait quand même, il y avait des très grosses migrations. Hein. Il y avait des dizaines de milliers d'individus qui voyageaient d'un bloc, quoi. Avec des armées très très importantes en nombre de personnes. En fait, à l'époque aussi, quand tu migrais, c'est tout un pays qui se déplaçait, enfin, c'est tout un pays. Euh, Vous aviez les guerriers qui migraient, avec eux il y avait leurs femmes, avec eux il y avait leurs enfants, avec eux il y avait leurs tantes, avec eux il y avait du coup. Mais comme à l'époque de l'armée, en fait comme à l'époque de l'armée napoléonienne, oui, j'allais dire, mais même encore l'armée plus récente, c'est tu te déplaces aussi avec des cuisiniers, tu te déplaces avec les vivres, tu te déplaces avec avec des marmites, tu te déplaces avec des médecins, tu te déplaces avec le forgeron, tu te déplaces avec le mec qui fait le travail du cuir, le tanneur. Tu déplaces une société, quoi. Tu déplaces une société entière et toutes les ramifications de cette société. Aujourd'hui, la migration, elle est très différente, elle est structurée différemment, mais à l'époque, quand tu déplaçais un peuple, tu déplaçais un peuple, quoi. Non, je n'ai pas vu ce film. Il y avait beaucoup de petites migrations aussi. Il y avait beaucoup de petites migrations. Hein.
Mais à l'échelle de la population d'aujourd'hui, est-ce que c'est plus important qu'à l'époque? C'est compliqué, il y a plein de territoires, on ne sait pas combien il y a d'habitants, hein. Enfin, genre les estimations du nombre d'habitants de l'Europe durant l'Antiquité et de l'Europe médiévale, par exemple, c'est très dur à formuler. Il y a des zones où on sait à peu près, genre en France. Parce que la France est un pays très peuplé, enfin la région de la France, correspond à la France actuelle, est un territoire très peuplé depuis longtemps. Très peuplé depuis au moins l'Antiquité. Mais très peuplé, ça veut pas dire qu'il y a énormément de gens. Je crois que de mémoire, il y a 5 millions de Gaulois dans toute la Gaule. Ce qui est énorme. Hein. Ce qui est beaucoup, beaucoup. De mémoire. Ça se trouve, ils sont moins que ça. Je crois que sous Charlemagne, toute l'Europe occidentale, c'est 15 millions. Toute l'Europe occidentale. C'est-à-dire tout l'empire de Charlemagne, c'est 15 millions de personnes. Ça prend quand même l'Allemagne, l'Italie, etc. Euh... Et je crois, je suis pas sûr, mais je crois qu'on franchit le milliard d'habitants qu'au 19e siècle. Hein, pour être à ouais, 7 milliards un siècle plus tard. Mais il y a plein de régions, genre notamment en Europe de l'Est, on sait pas combien il y a de personnes. Il y a probablement d'ailleurs pas grand monde. Genre la Roumanie pendant longtemps, ça a été deux voies principales de communication et un territoire très difficile à conquérir et à occuper. Essentiellement parce qu'il y a personne et qu'il y a que de la forêt et des ours et des montagnes quoi. Donc c'est pas les endroits où on va de fou quoi. Ah ouais, non, mais j'avais fait une vidéo sur le sujet. Hein. J'ai fait une vidéo sur les défrichages, etc. Mais globalement, même la France était vide. La France, il y avait ce qu'on appelait toutes les terres incultes. C'était ouais 1 milliard en 1804, ouais, bah, au 19e. Ouais. C'était toutes ces terres où tu n'allais pas parce qu'en fait elles étaient incultes, ça voulait dire qu'en fait elles n'avaient pas été civilisées. Donc il y a eu en fait jusqu'au 15e siècle, la colonisation c'est essentiellement une colonisation intérieure, c'est-à-dire on va conquérir des territoires dans le territoire, notamment dans le sud de la France, notamment dans le Vercors, ce genre de zone, le massif d'Écosse, le Luberon, pas mal de zones où en fait on va foutre des moutons et des vignes quoi globalement, parce que c'est des zones qui étaient, il y avait personne quoi, il y avait pas une personne quoi. Et les voies de communication, il fallait pas s'en éloigner, il y avait rien. Il y a des pays encore comme ça où si vous êtes sur GeoGuessr, hein. Vous regardez la Mongolie, c'est un peu cette idée. Hein. Ouais, ou l'Amazonie, ouais. J'étais en quelle année au collège, moi, en 2005? Je suis en train de regarder un truc à côté de. C'était quoi les films au collège quand j'étais au collège? Les films au cinéma au collège qu'on nous a fait regarder quand j'étais au collège. Le mystère de la chambre jaune. Je pense que je suis dedans. Goodbye Lénine. Ah non, 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 c'est des trucs qui sont choisis par le CNC normalement. Il y a des listes. Si tu faisais allemand, tu l'as eu. Non, mais là, je vous parle des films. Je vous parle des films vraiment décidés nationalement pour les cinémas. Billy Elliot, je l'ai vu au cinéma, donc ça doit être dessus. Ok, j'ai la bonne année. Ça a été supprimé. Ah ouais? Ah ouais? Putain. Là, je suis en train de regarder la liste. Billy Elliot, je l'avais vu. Princesse Mononoke, je l'avais vu. Il est au programme aussi. Ok. Ah, ça a été supprimé, c'est dommage.
Mais ouais, quelle vie, hein. Quelle vie. Je suis prof et je peux te dire que moi, comme les collègues, ça nous arrive de leur montrer des films. C'est pas la question. Le dispositif collège au cinéma, c'était un dispositif où tous les élèves. Non, je vais pas t'apprendre ton métier. Où tous les élèves avaient une sortie au cinéma, au moins une par an, je crois que c'est même plus, je crois que c'est même une par trimestre, dans un cinéma, et le choix du film était décidé nationalement, et c'était une sélection CNC, et qui changeait chaque année. Les temps modernes, j'avais eu sur la même période. Bah voilà, toi t'as eu les temps modernes, moi j'ai eu l'autre là. Et nous, par exemple, on allait à pied au cinéma. On allait toute la classe, toute l'école au cinéma. Parce que oui, tout le collège tenait dans une salle de cinéma. Sans difficulté, même. Même c'était le cinéma de Chalindrey. S'il est encore ouvert, le cinéma de Chalindrey, d'ailleurs. Cinéma de Chalindrey. Cinéma familial. Il est toujours ouvert. Il est toujours bien noté. 6 € là. 6 €. Hein. Tarif 6 €. Hein. C'est vraiment pas cher, le cinéma Chalindrey. Qui est un cinéma associatif créé en 1951 avec 3 séances par semaine. Putain, ce cinéma. Ouais, je le vois là en photo, ça me donne. Je me sens tellement nostalgique. Je vais demander au Miss Eliane de m'y envoyer. Hein. Franchement, les Miss Eliane, je vais leur dire envoyez-moi à Chalindrey, s'il vous plaît. Cette semaine, il y a Gourou et il y a LOL. Voilà. Et il y avait une entracte, moi, quand j'étais au cinéma, quand j'étais jeune. Ouais, tarif adulte 6 €, tarif enfant 4 €. Séance du lundi soir, occasionnelle 4 €. Abonnement 36 €. Eh, franchement. Moi, c'est ça les vrais tarifs de cinéma avec lesquels j'ai grandi. Bon, sinon, c'est quoi votre excuse à tous là pour pas dormir, à part ceux qui habitent sur un autre fuseau horaire là? C'est quoi votre excuse? Bonsoir des États-Unis. J'avais vu le renard et l'enfant avec l'école perso. Ouais. Prof au chômage. Chômage. Insomnie du coup? Terrible. Allergie au pollen de cyprès. Ouais, mais moi aussi j'ai des allergies en ce moment. Peut-être c'est ça. Chômage, je dors jamais à cette heure-ci. Ah bah. Sieste qui a décalé le sommeil. Ah bah, ouais. 22 h chez WAM. Ah oui, d'accord. C'est vrai qu'aux États-Unis, on bouffe à 16h30 le soir. Dépression, chômage, handicap. Ah, tu cumules, toi. Et tu t'es dit, je vais regarder Montée de Linguistica histoire de me remonter le moral. C'est pas ici qu'il faut venir. Hein. Pas d'excuses, désolé. Eh ben, bravo. 17 h, les Américains. Ouais. J'écoute en même temps que je joue l'Iran sur Victoria 3, qui est un pays super difficile. Le succès là sur l'Iran là où il y a le taux d'alphabétisation, faut avoir un taux d'alphabétisation de zinzin là. Je le trouve absurde parce que du coup tu peux pas conquérir d'autres territoires parce qu'ils savent pas écrire.
Moi, pendant ce temps-là, qui s'apprête à bouffer une côte de porc dans mon frigo d'ici 1 heure. Tout le reste du chat est en train de dormir, hein. Déjà, je vous l'annonce. Vous êtes 5 debout. Vous êtes 5 en train de m'entendre parler de toutes ces bonnes choses. 43% d'alphabétisation à conquérir une bonne partie de l'Asie centrale et l'Afghanistan. Ouais, mais oui. C'est le piège, ça. Putain, moi, j'ai tellement de trucs à faire. Tous les trucs, tous les dossiers qu'il faut que je fasse pour un compteur, mon livre à écrire avant. J'ai 3 semaines pour finir mon livre. Impossible. J'ai une vidéo à sortir dans 1 semaine. Impossible. J'ai la vidéo à tourner sur le créole. J'ai toujours pas fini de. Impossible. Genre, vraiment, là, je suis face à un mur. Je suis face à un mur de travail. Ça va être compliqué, là, cette semaine. Galère à réformer le pays, les proprios refusent tout. Ah ouais, toujours le problème. La dernière vidéo a bien fonctionné, la dernière vidéo a très bien fonctionné. Très très bien, ce qui fait que les gens nous ont beaucoup rejoints sur Tipeee. La procrastination est au max, mais non, en plus, je fais des trucs, hein. Je fais des trucs, hein, tout le temps je fais des trucs. C'est juste que j'ai plus de trucs à faire que de trucs que je peux faire. Et donc, c'est une galère de fou. Mais du coup, ouais, bah oui, vous êtes pas mal à nous avoir rejoints sur Tipeee, change beaucoup de choses. Après, ce qui change beaucoup de choses, mais ce qui est terrible, vous savez ce qui est terrible. Attention, je me plains pas, je suis très content. C'est qu'à la base, on aurait dû changer nos ordinateurs il y a 1 an. Il y a 1 an. Il y a 1 an, j'écrivais à Léa la chose suivante. On risque de partir sur une nouvelle config intégrale, partir en DDR5, 4070, on va augmenter en gène de carte graphique, blablabla. Objectif septembre. C'était en mai. Ça va faire 1 an qu'on a annoncé qu'on changeait de matériel. Le prix de la RAM depuis a été multiplié par 4. Ce qui est un enfer. Et là, on va devoir renouveler le matériel parce qu'en fait, on peut plus suivre en puissance de calcul. Donc, je pense qu'une partie de l'argent de Tipeee va partir là-dedans, dans un nouvel ordinateur. Voilà. Ouais, bah après, je commence ma journée là par un stream de 2 heures, ouais, et puis après, bah, je travaille. Hein, je travaille. Et d'ailleurs, ce soir, je tourne. Ce soir, je tourne avec Juju la Bretonne. Une vidéo où on est habillé, je vous rassure. Il y a des périodes où on a dansé sous la pluie. Je comprends pas ta phrase. Désolé. C'est un niveau de fête. On apprend à danser sous la pluie? Ou on danse. Ou on apprend sous la pluie? Ou on apprend à danser sous la pluie? Ah, de savoir de quoi parle la vidéo. Bah, j'en parle dans la dernière vidéo, c'est sur Alain Tolila. Ce fou furieux, fou du bus. On apprend à doumer sous la pluie. Et je pense que c'est lié à une expression.
C'est une musique, déjà. Vivre, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est apprendre à danser sous la pluie. Ah. Ok, putain, désolé, ok. Non, je l'avais pas, je la connaissais pas l'expression. Je la connaissais pas l'expression. Bon, en tout cas, bon, voilà, on en est là, hein. Et ouais, pour répondre à l'action précédente, j'aime vivre comme en Asie du Sud-Est. Je me couche à 20h, je me réveille à 3h. Ouais, moi, je suis pas du tout sur ce rythme. Et il faudrait, d'ailleurs, au passage, au milieu de tout ça, comment dire, le fait qu'il faut que je nettoie mon putain de bureau, vous avez vu le bordel. Terrible. Non, mais en fait, t'es en sommeil polyphasique, en fait. Il a rien dit, le président. Je peux vous spoiler, parce que j'étais au restaurant avec ma femme. Voilà. On fêtait son master. Elle a obtenu son master avec très bonne note. Et du coup, j'ai vu Macron, il parle. Macron, il a dit on va, le Charles de Gaulle va aller en Méditerranée et on va rapatrier les Français du Moyen-Orient. Voilà. C'est bon, je vous ai économisé un quart d'heure. C'est l'Iran qui est en tort. Oui, il a dit c'est la faute de l'Iran. C'est la faute de l'Iran, mais contestable les méthodes des Américains. Voilà. Comme quoi, si tu sais pas avec un pistolet sous la tempe, alors faut pas se plaindre. Ouais. Ouais.
Bon, c'est pas le moment d'aller faire des vrais trucs. Bientôt, hein. Ouais, je vous envoie où? Ce petit stream de nuit là. Puis y a personne à cette heure-là. Y'a son père.